et bienvenue sur ma chaîne Codaléa. Je vous propose aujourd'hui une vidéo tag. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je suis tombée sur un tag il y a pas longtemps sur la chaîne de Clara Hérault Auteur. Je vous renvoie vers sa chaîne, vous verrez de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Il s'agit d'un tag pour mieux me connaître en tant que écrivaine, en tant qu'autrice, donc ça va vraiment tourner autour de l'écriture. Et c'est un tag que Clara donc a aussi repris de la chaîne Mécanisme d'Histoire. Si vous ne la connaissez pas, donc c'est un blog à la base qui donne plein de très bons conseils autour de l'écriture et qui a commencé à faire une nouvelle chaîne donc autour de l'écriture il y a quelques temps, donc une chaîne YouTube. Et comme je vous le disais, vous trouverez tous les liens ici dans la barre d'infos. Alors c'est un tag qui contient 35 questions, elle risque d'être longue, donc je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. Allons-y. Alors j'ai pas lu toutes les questions, il y en a 35 en tout. Alors, première question, il s'agit de qui es-tu, ce qui est pas mince comme question, hein. Première question, on y va fort. Donc qui es-tu? Je suis Karel, alias Codaléa sur internet. Vous pouvez me trouver donc sur ce nom-là à peu près partout. Je suis à la base en fait une artiste qui a travaillé pendant 13 ans dans le cinéma d'animation. Ça a été toujours ma première grande passion. Je voulais faire du dessin animé chez Disney depuis l'âge de 10 ans. Et je me suis découverte une passion en fait surtout pour le dessin, la création de personnages, etc. Et là maintenant je suis illustratrice, artiste et autrice en freelance donc, et j'essaye de vivre de mon dessin, de mes futurs romans. Et je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Soit dit en passant, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir sur Patreon. Vous trouverez évidemment les liens dans la barre d'infos. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Deuxième question, où peut-on te trouver? Chez moi. Super. Sur internet, alors vous avez en fait la partie Art of Codaléa qui concerne vraiment tout mon côté artistique. Et vous avez la partie en fait Codaléa Booktube comme cette chaîne ici qui est juste en fait autour de mes lectures et autour de l'écriture. Mais de toute façon vous avez en dessous tous les liens pour me trouver un peu partout. Je suis sur Instagram, je suis sur un peu moins sur Twitter, mais je suis quand même sur Twitter. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube aussi, à la fois du côté écriture et du côté artistique, tout est doublé. Je suis aussi sur Twitch, sur laquelle je fais des streams donc de dessin notamment et un peu de gaming aussi. Et où est-ce que je suis encore? Ouais, c'est déjà pas mal. Troisième question, depuis combien de temps écris-tu? J'écris, je pense, depuis l'âge de 13-14 ans, quelque chose comme ça, donc ça commence à faire un bail. Oui, je pense que c'était à peu près à cette époque-là. Ça coïncide à l'époque où j'ai découvert le dessin animé Gargoyles à la télé. Dessin animé qui a changé ma vie, c'est pas qu'un peu. C'est un dessin animé donc, qui passait sur TF1 le matin, c'est un dessin animé de Disney. Et c'est celui qui m'a vraiment embarqué, qui m'a donné un souffle énorme et qui m'a vraiment donné envie de faire mon métier, entre autres grâce à ce dessin animé là que j'ai eu envie de faire des dessins animés et aussi qui m'a donné donc envie de d'écrire et qui m'a donné vraiment envie de poursuivre la carrière du dessin. Et voilà, je pense que je lui dois tout à ce dessin animé. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu me lancer dans une carrière aussi, une carrière d'écriture. Je pense que c'était pas vraiment ce à quoi je pensais à l'époque, mais j'avais vraiment envie de poursuivre cette expérience de ce dessin animé en écrivant mon propre roman qui à la base donc était une grosse trilogie, je vous rassure, que j'ai jamais fini. Justement, quatrième question, quel a été ton premier projet? Voilà, c'est ça. C'était ce roman à la base que j'avais conçu comme une trilogie qui s'appelait La Gardienne de l'Oubli. Je pense que j'en ai déjà parlé dans des tags précédents et même aussi si vous voulez aller voir ici ma vidéo sur mon premier carnet d'écriture, vous allez voir un petit peu tout ce que j'avais pu faire à l'époque. Donc j'écrivais à la main sur des feuilles doubles à petits carreaux. Il fallait des feuilles doubles à petits carreaux, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était comme ça. Et avec mon écriture vraiment très serrée et tout ça. Et c'était un roman donc fantasy qui était fortement inspiré, comme je vous disais, de Gargoyles, mais pas que. Je pense qu'il y avait un petit côté l'histoire sans fin aussi qui était dedans. Mais ça se passait donc au Xe siècle, donc au Moyen-Âge en Écosse, avec une jeune princesse qui s'appelait Gracie, qui avait une espèce de château que tout le monde considérait comme hanté, donc personne n'allait, qui était en fait habité par des gargouilles. Alors c'est vraiment exactement comme dans Gargoyles, voilà. Cette famille de gargouilles qui habitait dans ce château-là cachait un passage vers un autre monde que j'avais appelé Fantasia, je crois. Et donc qui donnait lieu donc à ce passage vers un monde où il y avait des créatures fantastiques. Donc il y avait des centaures, il y avait des hommes feu, il y avait des dragons, il y avait des personnages, enfin voilà, il y avait vraiment tout et n'importe quoi.
Et il y avait toute une histoire comme ça où donc ce monde-là, il y avait aussi des ersatz des chevaliers du zodiaque. Hein, je vous renvoie vraiment vers vers cette vidéo où je vous parle justement de ces premiers carnets d'écriture, puisqu'il y a les costumes des chevaliers du zodiaque que j'avais appelé les acolytes de je sais plus quoi d'ailleurs. Bref, les acolytes du zodiaque. pour pas faire de plagiat, bref. Et il devait y avoir toute une histoire où tout ce monde-là allait en fait allait mourir, et donc Gracie allait être, comme son nom l'indique, la gardienne de l'oubli, c'est-à-dire qu'elle allait en fait être celle qui allait garder le souvenir de tout ce monde-là. Et donc je voulais que ça se termine comme ça. Mais je ne savais pas du tout ce qu'il allait y avoir entre le début que j'étais en train d'écrire et cette fin-là que j'envisageais. Donc voilà, c'était... Mais je voyais déjà que c'était une trilogie, mais je savais pas ce que j'allais mettre dedans. Bref. 5e question. Quand as-tu fini ton premier projet? Alors ce premier projet, je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais terminé parce que je suis passée à autre chose, parce que j'ai grandi aussi, parce que je l'ai commencé ouais, c'était en 12-13 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, en grandissant, j'avais perdu l'intérêt de ce dessin animé. J'avais perdu l'intérêt de cette histoire. Et en fait, le premier projet que j'ai terminé, alors je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, alors le premier projet dont j'ai mis un point final à un premier jet, c'est donc Versipellis. Donc c'est un roman que j'ai commencé lui aussi il y a très longtemps, donc je pense que je vous en parlerai après. Et lui, j'ai mis un point final en 2017, et c'est aussi encore sur ce roman-là que je travaille en ce moment, donc dont je fais les corrections. Et sinon, vraiment, le premier vraiment le premier travail d'écriture de fiction que j'ai terminé, dont j'ai fini les corrections, que j'ai publié, etc. C'était une grosse fanfic de Grimm qui fait en fait la taille d'un petit roman, hein, donc ça pourrait être considéré comme un roman. Enfin, moi je le considère comme mon premier roman en fait, qui s'appelle La Bestia, qui est disponible sur Wattpad et qui est aussi sur fanfiction.net. Et qui est en fait donc une fanfiction de la série Grimm, et où c'est Grimm rencontre la Bête du Gévaudan. Donc c'était une fanfic qui était très recherchée quand même, j'ai fait plein de recherches, et donc qui est vraiment conçue comme si c'était un épisode de Grimm, donc avec un début et un dénouement, et donc voilà, il fait 10 chapitres je crois, plus un épilogue, et donc il fait à peu près 50 000 mots. Donc 6, quels sont les enseignements que tu en as tirés? Ça dépend de quoi, le fait d'abandonner un projet parce qu'on a grandi, déjà ça peut être un premier enseignement, c'est que tes envies changent, parce que toi aussi tu changes, parce que et c'est pas grave. Peut-être que l'histoire en fait et les personnages changent avec toi. Je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui te parle, voilà. Et si ça te parle pas, c'est que c'est peut-être plus forcément le projet qu'il te faut à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment le fait d'avoir grandi avec un projet. Et même par exemple Versipellis, donc le roman que je suis en train de corriger, j'ai commencé il y a très longtemps aussi, où pareil, il y a eu beaucoup d'évolutions entre le début, quand j'ai commencé à travailler dessus, et là, maintenant, là où j'en suis à la fin du tome 1, parce que oui, ce sera un truc en plusieurs tomes. Ce que ça m'a appris, un enseignement que ça m'a appris, c'est qu'il faut rester persévérant, et qu'il ne faut pas lâcher, et que si c'est quelque chose qui vient des tripes, et si c'est quelque chose qui te fait plaisir, qui te rend heureux, fais-le. Voilà. 7e question. As-tu fait ton coming out? Tes proches savent-ils que tu écris? Oui, ils le savent tous. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, le premier roman, donc La gardienne de l'oubli, je l'écrivais à l'aide de ma sœur, oui, avec ma sœur, puisque il est arrivé que voilà, qu'on travaille toutes les deux en fait à brainstormer des idées, et même des fois à l'écrire, puisqu'il y a des moments où j'étais par exemple en train de prendre mon bain à l'époque, et je dictais à ma sœur la suite de mon écrit, du roman, parce que j'étais dans une phase de flow, et je voulais pas justement m'arrêter parce que je devais aller me laver le soir parce que j'avais école le lendemain. Donc elle était à côté de la baignoire, elle était en train d'écrire justement ce que je lui dictais. Donc voilà, tout le monde sait que j'écris, mes parents savent que j'écris. J'ai publié une nouvelle, c'était en 2018, ils l'ont lu, donc je leur ai même dédicacé le bouquin. Mes sœurs savent que j'écris, mes parents savent que j'écris. Après, plus loin, je sais pas si les autres, je pense que mes cousins et cousines savent que j'écris aussi, ils suivent un petit peu ce que je fais. Mais après, peut-être les oncles et les tantes, ils ont d'autres choses à fouetter, mais voilà, je n'ai jamais caché que c'était quelque chose qui me passionnait et qui
et pour lequel je trouve vraiment un amour particulier à faire. Alors, 8e question, pourquoi écris-tu? C'est un petit peu compliqué. Pourquoi j'écris? Je pense parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que j'aime raconter des histoires, parce que j'aime écrire ce que je ne peux pas dessiner et j'aime dessiner ce que je ne peux pas écrire. J'aime créer des personnages, ça a vraiment toujours été quelque part en moi, je pense. Et j'ai toujours aimé justement raconter des histoires. C'est quelque chose qui a mis vraiment en lumière et mis en valeur Gargoyle, c'est que voilà, raconter de belles histoires, d'histoires profondes, avec de beaux personnages complexes, pas manichéens, etc. Ça a toujours été quelque chose qui a vraiment résonné en moi. Je pense que je me suis vraiment rendu compte assez tard que c'était quelque chose que j'aimais faire, parce que je faisais ça un petit peu en dilettante, mais c'est quelque chose qui me procure du plaisir et qui me procure du bien en fait. Si ça fait du bien, faut pas le laisser passer. Voilà. 9e question, que lis-tu? Je lis essentiellement de la littérature de l'imaginaire, parce que c'est vraiment ma came, ça a toujours été ma came. Je suis pas du tout littérature blanche. En général, ça m'ennuie. Il se peut que je lise des thrillers ou des policiers historiques par exemple. Je peux lire de l'historique aussi, je peux lire de la BD, je peux lire des mangas, etc. Enfin, c'est juste un format différent. Pour moi, c'est pas extrêmement différent, puisqu'on peut avoir aussi du polar, on peut avoir de la littérature de l'imaginaire, ou de la littérature générale en manga ou en BD aussi. C'est vraiment juste le fait que là, c'est dessiné en fait. Mais j'ai toujours eu vraiment un soft spot pour un truc particulier pour les littératures de l'imaginaire, essentiellement la fantasy, avec toutes les ramifications, toutes les différentes fantaisies qui peuvent exister. J'aime bien aussi le young adulte, j'aime bien aussi tout ce qui est récits de faits divers et les trucs de serial killer, etc. C'est quelque chose que j'aime bien. Mais on reste quand même globalement dans la littérature de l'imaginaire. Alors, 10e question. Quel genre écris-tu? Je pense qu'on écrit ce qu'on lit, et pour moi c'est vraiment ça, c'est que vu que je lis et que j'ai une passion pour les littératures de l'imaginaire, j'écris de l'imaginaire parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie et qui me fait réfléchir sur le monde, c'est ça qui me fait réfléchir sur les gens, c'est ça qui me fait vibrer en fait, vraiment ce côté où il y a un plus par rapport à notre monde réel. Ce que j'aime en fait, c'est qu'on peut garder toute la complexité des rapports sociaux, des rapports humains qu'on peut avoir dans les littératures générales, mais avec un truc en plus qui va encore plus, je trouve, mettre en exergue et mettre en valeur en fait ces trucs vraiment qui parlent de nous en tant qu'humains, quoi. On écrit ce qu'on lit, et je pense que c'est très très vrai. 11e question, as-tu un thème de prédilection? C'est pas évident ça. Un thème, peut-être quelque chose que je vais développer. Dans mes thèmes, je pense que c'est plus la sororité, ça va être le fait que tu peux le faire, la solidarité entre les personnages et surtout entre les femmes, le fait que les personnages féminins, les femmes peuvent réaliser de grandes choses aussi. Et je pense que c'est un thème qui a toujours été dans mes écrits, parce que ça a toujours été autour de personnages féminins essentiellement, même si le personnage principal de mon roman Versipelli c'est un loup-garou, mais June, donc l'autre personnage principal de ce roman-là, est extrêmement présente et a toujours été très très prédominant pour moi et très important, et voilà, donc c'est quelque chose qui, pour moi, me tient à cœur en tout cas. 12e question, quel est ton personnage préféré? Je viens d'en parler. Pour moi, ça a toujours été donc June, qui est donc un personnage de mon roman, de la saga Versipellis. C'est une jeune femme qui est assez écorchée vive, qui est en fait une princesse du royaume de Navarre et qui n'a pas eu une enfance très très facile. Sa mère est morte quand elle était vraiment très jeune. Ça a été vraiment un traumatisme pour elle. Elle est devenue très très colérique et acariâtre, etc. est difficile à gérer. C'est quelqu'un qui a vraiment fort tempérament, et c'est quelqu'un qui va n'avoir de cesse de se battre en fait contre elle-même et contre les autres, pour essayer de dominer son espèce de feu intérieur, et aussi pour essayer de trouver sa place dans un monde qui ne lui laisse pas la voir justement. Il va se passer plein de choses dans ma saga qui fait qu'elle va vraiment être mise à l'épreuve de tous les côtés, et elle va en baver pas mal. Et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce personnage. C'est un personnage qui est très fort, qui est très intérieur aussi, où elle contient beaucoup de choses, et je sais pas pourquoi, elle m'a toujours vraiment parlé. Et j'espère que vous pourrez la découvrir le jour où, touchons du bois, où est-ce qu'il y a du bois, pour que vous puissiez découvrir ce personnage que j'aime beaucoup. 13e question, as-tu un défaut d'écrivaine? Je pense que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en fait pendant les méta-lectures et en relisant. C'est que j'ai tendance, quand j'écris, d'avoir une narration interne par rapport à un personnage, et j'ai tendance à switcher d'un personnage à l'autre.
quand je sens qu'il y a quelque chose à dire, et je me rends pas forcément compte en fait que je switch vers un autre personnage et qui est là, qui est dans la pièce, etc. Mais à suivre une scène avec les yeux dans les chaussures, dans les bottes d'un personnage, et que d'un seul coup, on a en fait un ressenti du personnage d'à côté qu'on avait en fait jamais encore ressenti avant. On a un switch, on se dit mais attends, on était avec le premier, pourquoi elle parle de l'autre? Et ça c'est quelque chose en fait que j'apprends encore à maîtriser et que j'apprends à identifier, surtout en écrivant, parce que pour l'instant, vu que je suis encore dans les corrections donc de Versipellis, je me rends compte que je l'ai fait. Maintenant, le next step, la prochaine étape, c'est de me rendre compte pendant que j'écris, d'éviter justement de faire ça pour éviter d'avoir à les corriger après. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un de mes plus gros défauts d'écrivaine. Peut-être un autre gros défaut d'écrivaine, c'est tendance à faire des phrases à rallonge. Il faut que j'arrive à être plus concise. 14e question, as-tu une qualité d'écrivaine? Qualité d'écrivaine, je pense que c'est un de mes profs à qui j'avais fait lire La gardienne de l'oubli. C'était mon prof de lettres. Quand j'étais en terminale, j'ai fait lire ce que j'avais écrit à l'époque. Et il m'avait dit qu'il avait vraiment déjà beaucoup aimé et que j'avais une écriture très cinématographique. Que je pense que j'arrive assez facilement à donner au lecteur des images dans sa tête pour qu'il se représente ce qui se passe en fait. Ensuite, 15e question, quelle est la pire critique qu'on peut te faire? La pire critique que je ne sais pas écrire. La pire critique, c'est difficile. Peut-être que mon roman Versipellis c'est pas assez travaillé. J'ai vu le temps que j'ai passé dessus et je pense que je maîtrise plutôt pas mal. Je pense que ça pourrait être une critique un peu abusée, qu'il n'est pas assez travaillé. Ensuite, quelle est la meilleure critique qu'on peut te faire? La meilleure critique qu'on pourra me faire, c'est qu'on pourrait me dire que je suis aussi douée en dessin qu'en écriture. Ça peut aller dans les deux sens. C'est que si quelqu'un apprécie vraiment ce que j'écris et trouve mes dessins sympas, que ça puisse être dans ce sens-là, et vice-versa. Vu qu'en France, on a un petit peu tendance à se dire que on peut pas être bon dans tout, donc on ne peut pas être bon en dessin et on peut pas être bon en écriture, parce que ce sont deux métiers à part entière. J'aimerais bien qu'on reconnaisse ma valeur dans les deux, en fait, et que c'est possible d'être doué en dessin et d'être doué en écriture. Peut-être que ça pourrait être... ça me fait penser à du Robinob. Ça, je pense que ce serait la meilleure critique ever, je pense. Parce que Versipellis, notamment, j'ai commencé à l'écrire quand je sortais de l'Assassin Royal. Et je pense qu'il y a beaucoup de l'Assassin Royal, justement, dans ce roman-là, en fait. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai dit à Robinob quand je l'ai vu aux Imaginales. C'était un petit peu la boucle est bouclée. D'ailleurs, elle en a fait une allusion dans une de ses dédicaces, quand elle a dédicacé un de ses romans. Je lui ai dit, en fait, que pour moi, c'était hyper important de la voir ce jour-là. C'était hyper touchant pour moi de lui dire ça aussi. C'est que j'ai commencé à écrire Versipellis, donc mon premier gros roman, mon premier gros bébé, grâce à l'Assassin Royal. Et en fait, là, de la voir, je lui disais, en fait, cette année, ça y est, j'ai mis le point final à mon roman et je vous en fais part, quoi. Et c'est un petit peu grâce à elle, justement, que je me suis lancée dans cette aventure, en tout cas dans ce roman-ci. Et c'était vraiment très, très important. Donc je pense que, une des plus belles critiques qu'on pourrait me faire, ce serait ça. Ce serait que mon roman, peut-être, leur rappelle ou leur fait ressentir des choses comme Robinob a pu leur faire ressentir des choses. Alors, 17e question, café ou thé? Alors déjà, café, never. Je déteste le café. Le café no pasarán, ne passera pas par moi. Donc moi, ce sera toujours plus thé. Et là, en ce moment, de plus en plus le thé, parce que j'adore le chocolat. Je suis une team chocolat chaud forever, mais je digère de moins en moins bien le chocolat chaud. Notamment le lait, en fait, malheureusement, c'est ça quand on vieillit. Je me redécouvre vraiment un goût pour le thé, et notamment le thé Assam, et là, j'ai une passion pour le thé c'est quoi? C'est le thé pêche abricotée, qui est juste une pure tuerie. Alors, le thé à la pêche, c'est vraiment mon best. En ce moment, c'est beaucoup thé. 18e question, grignotage ou pas? J'essaye d'éviter de grignoter. En général, je ne grignote pas, mais si vous suiviez certains de mes... Je sais pas, si vous me suivez sur Instagram ou si vous me suivez dans les anciens vlogs, je sais qu'il y a le chocolat blanc Galac, le Popery, celui qui est avec du riz soufflé. Ça m'a vraiment beaucoup suivi pendant mes séances d'écriture. Ça, et puis les chocobons et Galac, Popery. Ça a été un peu ma team... ma team de réconfort pendant que j'écrivais. Alors, 19e question, matin ou soir? Pendant les Camp Nano, pendant même les NaNoWriMo, pendant que je travaillais, évidemment, je ne pouvais pas écrire le matin puisque je me levais à 5h ou 5h30 du matin pour aller au travail. Et donc, c'était plutôt le soir, l'écriture. Maintenant que je suis un petit peu plus libre de mon emploi du temps,
C'est plutôt le matin. Plutôt le matin et en début d'après-midi, mais pas le soir. Le soir, c'est je chill devant la télé parce que j'ai travaillé beaucoup trop toute la journée et donc en général, je suis devant une série Netflix en train de dessiner. 20e question, on en est à la 20e question, bibliothèque ou café? Alors j'ai toujours été très team bibliothèque. J'ai déjà été écrire en bibliothèque. J'ai même été écrire des nouvelles en bibliothèque où j'étais un petit peu coincée chez moi. Je sentais que j'avais toutes ces distractions, vous savez, ces manques de concentration qu'on peut avoir chez soi parce que y a tout à faire. Il y a Internet qui est là, faut faire la vaisselle, faut faire les lessives, etc. Du coup, j'en ai profité pour aller à la bibliothèque et j'ai écrit à la main. J'avais écrit dans un carnet la première nouvelle justement qui se passait dans le monde de Versipélis, qui est une nouvelle qui était assez longue, je crois qu'elle faisait une 40aine de pages, donc j'ai une bonne grosse nouvelle. J'ai redécouvert en fait les joies, mais pas du café, c'est plus un salon de thé dans lequel je vais de temps en temps, même encore maintenant, où par exemple j'ai commencé la relecture de Versipélis, j'avais emmené mes grosses impressions là-bas pour pouvoir lire et prendre des notes, et j'ai aussi été là-bas juste avant le confinement. J'avais été là-bas pour faire du brainstorming pour trouver des histoires pour mon prochain roman. Un petit thé, une petite gaufre au Juan du Jas et c'est parti. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que ça fait longtemps que j'y suis pas allée et ce serait peut-être pas mal que je m'octroie une petite récompense comme ça. Le seul truc qui est chiant pour moi, c'est que justement, je pourrais peut-être pas forcément emmener mon laptop pour travailler là-bas puisque j'ai besoin en fait absolument d'une prise pour me brancher et je suis pas sûre qu'ils aient ce qu'il faut pour que je puisse me brancher et mettre mon laptop. En tout cas, salon de thé et les bibliothèques. Les bibliothèques ici, c'est déjà un petit peu plus compliqué puisque la bibliothèque à côté de chez moi est vraiment très petite. J'y suis déjà allée pour travailler, pour essayer de sortir de chez moi pour travailler dessus, mais elle est vraiment trop petite. Et question 21, musique ou silence? Je dirais la bonne musique. La musique appropriée, ça dépend comment dire des projets, mais par exemple pour Versipélis, qui me met direct dans le mood, directement dans je dois écrire, j'ai écrit, etc. C'est de la musique viking. Je sais pas si Christelle passera par là, mais elle sait exactement de quoi je parle. Danheim, c'est la musique qui va me mettre directement dans le flow d'écriture. Et même là, par exemple, pendant que je corrige, je continue à mettre ça. On m'a fait découvrir d'ailleurs d'autres artistes un peu similaires à Danheim, que je découvre, que j'écoute en écrivant. En ce moment aussi, j'écoute beaucoup, en fait, c'est de l'instrumental, donc les musiques de Age of Empires Online, donc les musiques notamment celtes. J'écoute aussi beaucoup la BO de God of War 4 qui m'aide énormément. Sinon, mon autre roman qui se passe à Paris, roman uchronique steampunk, celui-ci, là par contre j'ai pris une autre bande son, donc ça reste quand même de la bande son sans parole. J'écoute en fait des musiques sur Spotify, il y a des playlists de la belle époque et aussi la musique du jeu The Last Express, puisque il y a un moment aussi où ça se passe dans l'Orient Express. Voilà, ce sont des musiques qui du coup sont un petit peu plus reliées à la période dans laquelle se passe le roman, plutôt que dans mon roman de fantasy, c'est la fantasy, donc on a quelque chose un petit peu plus évocateur. 22, si musique, quelle est ta playlist? Voilà, je viens de la donner, donc ça c'est fait. 23e question, carnet ou ordinateur? J'ai commencé par les carnets et j'ai continué à l'ordinateur. Pour l'instant, c'est essentiellement à l'ordinateur que je travaille, même si il arrive des fois où en fait quand j'ai besoin de décrocher de l'ordi, quand j'ai besoin peut-être de mettre à plat certaines choses, notamment quand j'ai fait toute la partie brainstorming, ça a été vraiment sur papier. Il y a des fois par exemple aussi où j'avais besoin de couper, comme je vous disais, quand j'étais à la bibliothèque pour écrire, comme j'avais pas de laptop à l'époque, je prenais un carnet. Maintenant quand j'ai un laptop c'est un petit peu différent, je peux prendre mon laptop et Scrivener est dessus, donc je peux écrire directement sur Scrivener. Mais voilà, depuis que j'ai découvert Scrivener et que je peux faire des mind maps, etc., je peux travailler là-dessus, donc je suis plus team ordinateur que team carnet. Même si j'adore les carnets, que j'en ai 50 000 à la maison, je suis plus ordinateur. Donc 24e question, un projet ou plusieurs? Comme je vous ai dit juste à l'instant, j'en ai plusieurs. Même si j'essaie de me concentrer sur un seul pour essayer de l'amener à terme. Là, pour l'instant, je suis donc sur les corrections de Versipélis. J'avais commencé entre-temps, vu que justement les corrections étaient un petit peu au point mort parce que j'attendais un retour des bêta-lecteurs, j'avais commencé un nouveau roman qui donc lui était complètement différent dans un autre style et je voulais vraiment aussi me frotter à un one-shot plutôt que là, donc à une saga qui déjà m'avait pris depuis très très longtemps et qui va aussi me prendre encore
très très longtemps après parce qu'il faut que je planifie, il faut que je prépare les autres tomes qui arrivent après. Mais je voulais surtout essayer de travailler un one-shot, donc un roman seul. Donc celui-ci, ce sera du steampunk. Il y a ces deux-là, il y en a d'autres aussi qui me trottent un petit peu en tête, mais qui seraient pour d'autres projets plus tard. Mais voilà, j'ai toujours plusieurs projets, mais j'essaie de me concentrer sur un à la fois. 25e question, quel est ton rituel d'écriture ? Il fut un moment où, quand je travaillais ici dans mon salon, j'allumais une bougie, mais sinon, ce que je fais surtout, c'est mon premier rituel, c'est de mettre la musique pour directement être dedans. Ouvrir Scrivener, ouvrir Antidote et ouvrir ma playlist. Voilà, ça c'est vraiment le rituel à chaque fois. 27e question, tu nous parles de ton bureau. Que vous dire ? Mon bureau est en bordel, parce que je suis une artiste et que je pense que beaucoup d'artistes sont bordéliques. Et c'est un peu mon cas. J'ai des carnets un petit peu partout, j'ai des feuilles blanches, des feuilles volantes partout. J'ai mes câbles aussi qui sont partout parce qu'il faut toujours recharger le téléphone, faut recharger mon casque, faut faire ceci, faut faire cela. Donc voilà, je suis une bordélique dans l'âme et donc mon bureau est quasiment toujours en bordel. Et quand je le range, vous pouvez être sûr que dans le quart d'heure qui suit, il revient en bordel. C'est comme ça, c'est la 28e question, donc planter ou planeur, c'est-à-dire jardinier ou architecte. J'ai toujours été plus architecte. Je me découvre de plus en plus architecte, mais une architecte qui prévoit un potager dans son bâtiment. J'aime bien prévoir les choses, j'aime bien planifier les choses, et j'aime bien mettre à l'écrit justement ce plan. Mais quand je me lance dans l'écriture de chaque scène, même si ces scènes sont vraiment déjà prédéterminées, etc., je me laisse un espace d'improvisation et de faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues parce que je pense que j'en ai besoin et que je ne peux pas me restreindre et me cloisonner comme ça à fond. Mais j'ai besoin quand même d'avoir des trucs... Des rails quoi. J'ai besoin vous savez les rails au bowling on pourrait essayer d'aller tout droit. Voilà. Après au milieu des rails la boule elle peut faire ça, c'est pas grave. Mais on a ces rails qui permettent de pas aller sur les pistes de bowling d'à côté. En gros c'est ça. Je me rends compte aussi en écrivant mes scènes que j'ai besoin d'un temps où me mettre dans la peau d'un metteur en scène et que j'imagine comme si j'étais démiurge là, donc que je prenne mes personnages et que j'ai vraiment je conçoive de A à Z qu'est-ce qui se passe dans telle scène, donc, mais vraiment visuellement comme si c'était un film, comme si c'était une pièce de théâtre. Donc il y a le personnage qui rentre en scène, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, comment visuellement dans un espace, dans le lieu où ça se passe, comment les personnages sont les uns par rapport aux autres, qui fait des entrées de chant, qui fait des sorties de chant, voilà, il y a tout ça donc, que j'ai besoin d'anticiper avant d'écrire une scène. 29. As-tu une méthode d'écriture ? Une méthode d'écriture, je pense que je suis toujours en train d'essayer de la peaufiner parce que je suis restée pendant presque 20 ans sur Versipellis, donc il a pris vraiment beaucoup de temps. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des méthodes et qu'on pouvait aussi peut-être les mixer, que finalement assez récemment, depuis quelques années, commencer en fait à utiliser justement un mélange de ces méthodes-là, notamment la méthode flocon que je voulais vraiment essayer de tester parce que j'avais jamais eu l'occasion de tester la méthode flocon avant, et la mêler avec la méthode que Cécile Duquesne préconise dans son école d'écriture et qui sont assez similaires quand même, donc je suis pas très loin, et j'ai mixé donc cette méthode flocon / Cécile Duquesne avec ce que j'ai pu apprendre de l'anatomie du scénario de John Truby, et j'essaie de faire mon micmac, de faire mon gloubi-boulga avec ça, et pour l'instant ça marche plutôt bien puisque, pour vous dire toute la vérité, c'est que donc comme je disais, Versipellis a pris vraiment des années à concevoir parce que je ne savais pas ce que je faisais, parce que j'étais vraiment à tâtonner, et donc ça a pris beaucoup de temps puisque j'étais en train de me découvrir aussi en tant qu'auteur ou en tant qu'écrivaine, donc je ne me connaissais pas, je connaissais pas comment je fonctionnais. Comme je vous disais, ça a pris vraiment des années, alors que là quand j'ai travaillé sur L'Oiseau de Feu, donc mon roman uchronique steampunk, ça a pris 3 mois à partir du moment où j'ai commencé à faire le brainstorming, à faire justement toutes les étapes de la méthode flocon jusqu'au début, au moment où je commençais le premier jet, ça m'a pris 3 mois. Donc voilà. Entre les deux, je pense qu'il y a eu de l'amélioration, et voilà, maintenant je comprends mieux déjà comment je fonctionne, je comprends mieux comment je travaille, et c'est ça qui fait aussi toute la différence, c'est le fait que voilà, on se connaît mieux. 30e question, comment se passe l'écriture d'un roman pour toi ? Voilà, c'est ça, je commence par du brainstorming, essayer de sortir des idées, après essayer de sortir vraiment un concept de base, vraiment le truc dont j'ai envie de parler.
Et ensuite, je suis la méthode Flocon et je suis en même temps la méthode de John Truby pour essayer de trouver le cadre, creuser dans ces idées que j'ai au début, d'essayer de trouver des personnages qui vont être les mieux à même de justement de traiter ces thèmes-là. Essayer ensuite de construire un réseau de personnages donc on va voir dans le roman, donc les personnages principaux, les personnages antagonistes, personnages secondaires, etc. Et ensuite continuer à développer comme ça un synopsis de base. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, notamment dans l'écriture de l'Oiseau de Feu, donc le roman steampunk, c'est de faire en fait un synopsis par personnage et ensuite avoir tous ces synopsis là de personnages et les rassembler ensemble dans un synopsis général. Et ça, j'avoue que ça a été vraiment le truc qui m'a aidé de fou. Mêlé à aussi utiliser Ion Timeline, j'allais dire Ion Scrivener, Ion Timeline pour essayer de bloquer justement la chronologie des événements, essayer de voir où est-ce qu'il y avait des trucs qui se passaient peut-être trop vite ou des trucs qui se passaient vraiment encore pas assez vite où les choses sont trop étirées ou trop rapprochées. Ça m'a aidé aussi à ce moment-là, donc ça c'est vraiment toute la première partie de l'élaboration du plan, etc. Une fois que ça c'est fait, que j'ai vraiment une bonne idée de ce qui se passe dans le roman, là je passe à... ça c'est un nouveau truc aussi que j'ai découvert récemment, notamment sur la chaîne de Abby Emmons. Si vous avez l'occasion, allez voir sa chaîne, je pourrais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Elle préconise, elle est aussi très planifiante, et elle a notamment en fait une fiche de scène qui est, je trouve, plutôt bien faite et qui moi m'a plutôt bien aidé à programmer notamment la première partie donc de l'Oiseau de Feu, et qui me permet de vraiment de travailler sur ce moment de mise en scène, de réfléchir à la mise en scène de telle scène, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut montrer vraiment visuellement dans la scène, et qu'est-ce qu'on veut montrer de ce qui se passe dans la tête des personnages. Et ça a vraiment été très utile justement pour le travail comme ça de réflexion sur qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans la tête des persos. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait ce travail de préparation des scènes, pour l'instant j'en suis pas où je planifie vraiment tout le roman de A à Z, enfin toutes les scènes de A à Z. Pour vous dire, sur l'Oiseau de Feu, pour l'instant, j'ai vraiment préparé ces fiches de scènes que pour l'acte 1. Je me suis dit que je vais faire par acte en fait, pour pouvoir donc faire ça, écrire le premier jet de l'acte 1, et puis ensuite commencer à planifier les scènes l'une après l'autre, donc pour l'acte 2, en ayant du coup en tête ce que j'ai écrit pour donc le premier jet de l'acte 1, etc. Ça c'est encore un petit peu en process, je sais pas trop si je vais continuer, si je vais aller aussi dans cette direction-là, mais en tout cas c'est ce que je suis en train de faire. Ça donc jusqu'à la fin du premier jet. Ensuite, je le laisse reposer pendant au moins un mois, si possible. Je n'y touche plus, je n'y pense plus, je n'ouvre plus, je ne lis plus. Là, c'est le meilleur moment justement pour repartir sur un autre roman, retravailler le personnage, ou peut-être du tome 2 de Versipélis. Moi, c'est ce que je ferai justement à la fin de l'Oiseau de Feu. Et ensuite, une fois que je serai reparti là-dessus, là, j'imprime le roman, je le relis en entier, je prends des notes, et à partir de là, j'essaie de revoir s'il faut refaire le plan, rechanger en fait l'ordre des scènes, et à ce moment-là, je repasse dessus, je réécris ce qu'il y a besoin de réécrire, j'envoie ça au bêta-lecteur, et à partir des retours des bêta-lecteurs, je fais un autre jet qui sera quasi définitif, je pense. Je fais une passe antidote, et c'est tout. En gros, c'est ça mon process. On arrive à la 31e question. Quels sont les projets que tu as terminés? Alors, les projets que j'ai terminés, finalement, il y en a pas tant que ça quand j'y pense, super. Ça donne envie. Au final, je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est pas grave. Il y a donc la fanfic dont je vous parlais avant, donc la Bestia, qui a été vraiment aussi la première fanfic que j'ai terminée, soit dit en passant. Donc la Bestia que vous pouvez lire déjà sur Wattpad et sur fanfiction.net. Il y aura tous les liens dans la barre d'infos, de toute façon, si ça vous intéresse. Il y a donc le premier jet que j'ai terminé donc de Versipélis, qui était un énorme bébé, puisque le premier jet a terminé à, je crois, presque 196 000 mots, donc il est énorme. Il y a également la nouvelle La fille aux yeux de chat, qui a été en fait ma première nouvelle publiée, qui a été publiée dans cette anthologie-ci. C'est Félin, une anthologie donc dans une maison d'édition qui s'appelle IBI, maison d'édition LGBT plus friendly.
Et donc c'était ma première nouvelle ever publiée. Donc oui, je suis une autrice publiée, n'est-ce pas? Donc c'est une nouvelle de fantasy qui se passe dans un monde donc de fantasy avec des griffons et une héroïne qui s'en va à la guerre où elle sait que ça va être une mission kamikaze et elle a hyper peur de partir et de mourir. Donc voilà, j'ai terminé donc La Bestia, j'ai terminé le premier jet et je suis en passe de terminer à la fin de cette année donc le manuscrit de Versipellis et donc j'ai terminé, comme je vous disais, cette nouvelle La fille aux yeux de chat. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. 32e question, on arrive à la fin. Quel est ton projet en cours? J'arrête pas de vous en parler. Donc là, mon projet en cours, là, c'est terminer les corrections de Versipellis. D'ailleurs, une fois que j'aurai terminé de filmer tout ça, je vais y retourner, je vais travailler dessus. Là, j'en suis à peu près à la phase, en fait, de la bêta lecture. Donc j'ai les retours au fur et à mesure de mes bêta lectrices qui me parlent un petit peu donc de ce qu'elles ont aimé ou pas, ou des fautes aussi que j'ai pu oublier ici et là. Et pour l'instant, ça se passe vraiment très bien. J'ai dépassé à peu près la moitié du roman, même un petit peu plus. Donc voilà, ça avance bien et je pense que là, en 3-4 mois, j'aurai moyen de terminer, vraiment de mettre un point final. Là, je me donne en fait 2 mois pour terminer vraiment cette réécriture, ces corrections, et 2 mois enfin pour passer tout le roman dans Antidote et vraiment de le relire une dernière fois pour être sûr que c'est correct avant de l'envoyer aux maisons d'édition. L'autre roman donc en cours aussi dont je vous ai parlé, c'est L'Oiseau de Feu. C'est un roman young adulte, uchronique steampunk qui se passe donc au 19e siècle, à la fin du 19e siècle à Paris. Ce sont 2 héroïnes qui viennent de milieux différents et qui vont s'allier parce qu'il y a un énorme complot qui vise l'héritière de l'Empire. Voilà, je n'en dis pas plus. 33e question, aimerais-tu devenir écrivaine à temps plein? J'ai pas envie de dire ni oui ni non, en fait, parce que ce que j'aimerais faire, moi, mon goal, mon objectif dans la vie, c'est de réussir à vivre de mon dessin et de mes romans. Donc, à la fois oui, j'ai envie de devenir écrivaine à temps plein, mais j'ai aussi envie de devenir artiste. En fait, j'ai envie de devenir dessinatrice vraiment et de vivre de ça. Donc, à temps plein, je pense que je serais de toute façon obligée de partager mon temps entre le dessin et l'écriture. 34e question, un conseil pour quelqu'un qui commencerait à écrire. J'ai plusieurs conseils en fait. Ne reste pas seul, entoure-toi de gens qui aiment écrire aussi, parce que c'est quelque chose qui du coup va vous pousser ensemble. L'écriture n'est pas quelque chose de solitaire, même si ça l'est un petit peu. Tu seras sans doute tout seul devant ton ordi ou devant ton carnet pour écrire, mais tout ce qui est le retour de d'autres personnes ou pour se motiver, pour brainstormer, on a besoin aussi des autres, je pense. On n'est jamais une île déserte où on est tout seul. Pour l'écriture, on a toujours besoin, je veux dire, Victor Hugo avait un groupe d'amis auquel il faisait lire et relire ses romans. Même Tolkien avait son ami, les Inklings, là, donc avec le gars qui a écrit Narnia aussi, etc. Ils étaient 3-4 comme ça, où ils étaient passionnés d'écriture, et voilà, ils relisaient, etc. Et ça vous tire vers l'avant, ça vous fait déjà avoir vos premiers bêta-lecteurs aussi, parce que vous avez des gens avec qui vous êtes très proches et vous pourrez lire vos propres écrits. Donc ne reste pas tout seul, ne te décourage pas. Le premier jet est voué à être du caca. Voilà, il faut que tu acceptes le fait que tu ne pourras pas déposer la phrase parfaite et c'est pas grave. Imagine ton premier jet comme du charbon et ensuite la réécriture, etc. C'est là où tu vas en faire du diamant. C'est ça qu'il faut se dire. Tu ne peux pas faire du diamant à partir de rien. Du diamant, tu en fais à partir de charbon. Donc, ne reste pas bloqué sur le fait de ce que tu as eu l'impression, de ce que tu as appris à l'école, ou les écrivains que tu lis, les grands écrivains n'ont pas pondu leur roman comme ça d'un premier coup. Ça a été des daubes au début qu'ils ont retravaillé, sauf que ça, personne ne te le dit. Donc, voilà, ne perds pas espoir et ne reste pas attaché à la première version que tu viens d'écrire. Et si tu as du mal, par exemple, à poser les premiers mots de ton roman, dis-toi que c'est pas grave parce que de toute façon, le début de ton roman, il y a 99% de chances que tu me réécrives à la fin quand tu auras terminé en fait l'épilogue de ton roman. C'est là où tu vas écrire le début de ton roman parce que tu seras passé par toute l'écriture de ton roman, donc tu sauras ce qu'il faut que tu mettes au début. Dis-toi que ce que tu mets au début, ça n'y restera pas et c'est pas grave, c'est pas voué à rester là, c'est voué à te lancer, c'est voué à te faire partir. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc entoure-toi bien, ne reste pas accroché à ta première version et c'est vraiment pas grave si tu considères que ce que t'as fait c'est de la merde parce que c'est censé être de la merde et ça se trouve avec du recul c'est pas autant de la merde que ça. Donc
Voilà, je pense que ce seront mes principaux conseils. Et 35e question libre. Bah écoutez, je ne sais pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que si vous avez eu le courage d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous laisse ici me poser la question dans les commentaires et j'irai vous répondre personnellement à chacune des questions. Comme ça, je vous laisse à vous la question libre. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été dans ces 35 questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo tag. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. C'est extrêmement intéressant même pour soi, pour parler de soi, ça fait toujours plaisir, mais aussi pour découvrir des choses que, voilà, mettre des mots sur des choses qu'on n'avait pas forcément peut-être imaginées. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à considérer que je vous ai tagué par exemple, ou que Clara vous a tagué, parce que moi ça m'a pas arrêté. Faites-le, faites-vous plaisir, écrivez surtout. On se donne rendez-vous la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, que ce soit pour parler de lecture, d'écriture ou que sais-je. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!